pas grave, on peut tirer des leçons. On peut vraiment tirer des leçons sur plusieurs dimensions, des leçons de vie, de morale, des leçons même politiques derrière. Donc ça doit nous enseigner, parce que derrière la mort d'Arafat, on peut en tirer beaucoup de leçons. Voilà. Ben, c'était pas le but de mon sujet, c'était que j'ai des amis ivoiriens, beaucoup d'amis ivoiriens, donc beaucoup demandaient que je n'ai pas manifesté ma solidarité dès le départ. Alors après, j'ai dit, ben ouais, moi aussi, nous avons nos problèmes au Cameroun, donc ça nous concerne véritablement, mais c'est pas qu'on n'était pas leader, on n'a pas pu penser, donc je faisais cela pour dire à mes chers amis ivoiriens, on compatit à votre douleur et on soutient votre combat et continuez comme ça. Bon, je reviens devant le peuple camerounais. Je pense que vous continuez à partager. Bonsoir, ça fait vraiment des jours et des semaines même, on peut dire. J'ai été un peu rare sur la toile, mais le travail continue. Peut-être je ne vais pas vous dire dans le fond, on est très impliqué dans l'organisation de ce qui va se passer à Bruxelles. Et vous savez très bien que c'est notre territoire. Donc nous avons l'obligation d'une véritable réussite dans cette organisation. Donc ça doit être la revue, cet événement doit être la version revue et corrigée pour ce qui a été fait. Donc nous avons pris en compte des critiques, etc. Donc on essaie de se améliorer, on se met et je tiens à saluer, vraiment je salue spécialement Marcel Tchangué et Hugues Somo, ses aînés. Je salue parce que ces gars sont en train de faire un travail extraordinaire ici. Vraiment, un travail extraordinaire. Et les femmes qui les entourent, dont je vais taire le nom de ces dames, qui se mobilisent, qui travaillent, etc. pour que les choses puissent avancer. Donc je salue tous ceux qui sont impliqués pour cette organisation de près et de loin. Maintenant, je vais juste communiquer quelques pratiques par rapport à ce qui va être fait. Vous savez très bien qu'il n'y a pas seulement la marche du 7 septembre. Le 6, nous avons la grande conférence internationale aussi, qui verra ces grandes figures de ce combat. Donc vous avez la conférence du 6 septembre, qui se tiendra à Bruxelles, bien évidemment, dans une salle déjà, la salle a été, oui, nous avons déjà la salle, sans me tromper, oui, je pense, la salle a été déjà réservée, c'est bon, la salle a été réservée, c'est rue d'Amiens, numéro 23, 1000 Bruxelles. Donc, rue d'Amiens, numéro 23, 1000 Bruxelles, je crois, c'est salle Mandela, un truc comme ça, oui. Hôtel Sleep Youth, ouais, je crois que c'est ça, je ne me trompe pas. Donc ça a été réservé. Maintenant, pour la conférence, nous aurions Marie Arena, députée de l'Union européenne. Donc, elle est députée de l'Union européenne, Marie Arena. Et je tiens à vous rappeler qu'elle est présidente de la sous-commission des droits de l'homme. Donc, elle va s'exprimer. Son thème sera porté sur la question des droits de l'homme. Ouais, l'Union, c'est le rôle de l'Union européenne dans la résolution de la crise au Cameroun. Donc, vous auriez pour la conférence Marie Arena, elle est députée européenne, et je tiens à vous rappeler qu'elle est présidente de la sous-commission des droits de l'homme à l'Union européenne. Donc, la commission, oui, à l'Union européenne. Donc, elle sera à la conférence, et le thème de sa conférence sera porté, le thème qu'elle va développer sera porté sur l'Union européenne, le rôle de l'Union européenne dans la résolution de la crise camerounaise. Vous auriez le docteur Ayamba. Ceux qui le connaissent, peut-être après, savent qui il est. C'est un fonctionnaire aussi à l'Union européenne. Il va s'exprimer sur le génocide dans la zone anglophone du Cameroun. Bon, voilà. C'est un fonctionnaire, docteur Ayamba, fonctionnaire à l'Union européenne. Il va s'expliquer, son thème sera porté sur le génocide dans la zone anglophone au Cameroun. Et nous aurons la grande combattante aussi, Madicom, qui viendra tout droit des États-Unis. Elle est activiste, vous la connaissez très bien. Et elle nous parlera de la place des femmes dans la résistance. Parce que de plus en plus, il faut qu'on explique la place de la femme dans la résistance, quel est son rôle. Importantissime, surtout que nous saluons beaucoup ces Amazones qui s'engagent chaque jour pour ce combat-là.
Oui, nous aurions Arin Djoko, qui est le coordinateur MRC Europe. Il va s'expliquer sur la situation des prisonniers politiques au Cameroun. Donc, c'est l'homme indiqué. C'est le coordonnateur MRC Europe, Henri Djoko, qui sera là pour cette conférence. Et lui, il va nous parler de la situation des prisonniers politiques au Cameroun. Nous aurions le juriste, le grand frère, maître Amédée Toko, qui parlera sur la question des poursuites judiciaires internationales. Donc, il doit expliquer comment ça va se dérouler. Nous aurions Boris Berthold, qui lui va parler de Maurice Kamto et la résistance nationale, son plan de résistance nationale. Donc, Boris Berthold sera là. Mais je tiens aussi à ajouter que les modérateurs que nous aurions Abdelaziz Moundé, que vous connaissez très bien, Mimi Mofo, Jean Bosco Tagné. Mais il y aura beaucoup de surprises, des gens qui viendront sûrement du Cameroun, mais je préfère taire. Vous auriez vraiment des gens qui viendront du Cameroun par rapport à cette conférence et aussi à la marche du 7 septembre. Mais je tais les noms par option stratégique. Ok, qui vont se mobiliser pour la cause. Donc, je pense que c'était ça. Il y avait aussi quelques modalités pratiques à rappeler. Ce jour, nous prions à tous les combattants de ne pas mettre la tenue militaire. Nous sommes ici en Belgique, c'est un peu très compliqué. Et là où nous allons manifester, c'est à l'Union européenne, c'est le Parlement européen. Et la place Luxembourg, ce n'est pas à Schuman. Ce n'est pas à la Commission européenne qui est à Schuman. Nous, on va manifester devant le Parlement européen. Et le Parlement européen, c'est la place de Luxembourg. Donc, c'est la gare, vous prenez soit dès que vous arrivez sur Bruxelles, pour ceux qui viendront d'autres pays, dès que vous êtes à Bruxelles, vous prenez le métro, je crois que c'est le métro 1, non, il y a des trams et des métros. Vous allez à la gare, vous demandez à arriver à la gare de Luxembourg. La gare de Luxembourg, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous avez la place de Luxembourg. Donc c'est en face du Parlement. Nous sommes devant le Parlement européen. Donc ne pas confondre avec Schuman. Une très grande différence. Schuman, c'est la Commission européenne. Mais à la place Luxembourg, c'est le Parlement européen. Donc nous, on se retrouve à partir de 11 h le 7 septembre à la place de Luxembourg. Donc il faut vraiment se mobiliser, ne pas confondre. Ne pas confondre. Donc la précision en vaut la peine. Donc, tous ceux, on reprécise encore, pas de tenue militaire. Pourquoi? Parce que cette zone est sécurisée. Bon, ça c'est lorsqu'on discutait avec les autorités, en fait, avec la police, qui nous expliquait que c'est tellement sécurisé, parce qu'il y a aussi le problème de terrorisme, etc. Donc, pour les besoins de sécurité, ils ne voudraient pas faire confondre, parce qu'il y a l'armée aussi qui traîne, l'armée traîne pour la surveillance contre un cas de terrorisme. Donc, pas de tenue militaire, je vous en prie. Oui, gardez vos grades, on sait, gardez vos grades, mais ce jour, exceptionnellement, pas de tenue militaire. Venez en tenue de ville. Et il y a des tenues qui sont recommandées à des femmes. Vous avez vu circuler à des hommes, ceux qui veulent bien acheter des tenues des prisonniers et des femmes qui vont s'habiller en africaine. Vous avez vos tenues. Maintenant, ceux qui n'en auront pas les moyens ou bien qui ne voudront pas pourront mettre des tenues de ville. Pas de tenue militaire. Pas de confusion. Je vous en prie. Ça, c'est des recommandations qui nous ont été données. Bon, ne pas avoir sa tenue ne veut pas dire qu'on enlève vos galons de généraux. Gardez vos galons. Nous, on respecte vos galons. Mais que le combat continue. Donc, je pense que c'était quelques éléments. Pour ceux qui ont le lien, il faut m'envoyer le lien PayPal. Comme ça, je vais l'épingler. Je vous en prie ici. Hugues, les autres sont là. Je vais l'épingler. Le lien PayPal. Je vais l'épingler. Donc, c'était pour le rappel. Et la sécurité de tous sera garantie. Nous avons travaillé hier, ceux qui est la commission sécurité qui travaille avec la police, vraiment, tout est au top. Ils ont toutes les autorisations, la police coopère, etc. Donc, on travaille vraiment en coopération, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Ne craignez pas, tous ceux qui se déplaceront, tous ceux qui seront là, nous avons cicatrisé les lieux, il n'y a pas de souci. Donc, la sécurité, vraiment, nous avons organisé toute une équipe en interne pour la sécurité, tout un dispositif, donc ne vous dérangez pas. Tous ceux qui viendront
pour cette marche du 7 septembre. Si vous identifiez d'être des nôtres, il n'y a pas de souci, venez. Donc nous continuons de faire un travail de plombe tout autour de la sécurité. Voilà. Donc voilà donc ce qui était recommandé pour le reste. Salut fils de planteur. Bon, il était important de parler, parce que depuis un certain moment, c'est vrai, je n'ai pas été très actif sur la toile, mais nous scrutons chaque élément, chaque détail qui circule dans la toile, et l'élément qui circule le plus, c'est cet élément perturbateur dans le sens de décourager les combattants, où on a mis au centre aujourd'hui du débat qu'il s'agit du problème, un problème sur le combat qui dure de plus en plus. Autant des combattants, bon, soi-disant des combattants qui se plaignent que le combat est en train de durer, le combat n'avance pas, etc. Rien n'est fait, rien n'avance, et tout ça, d'autres qui font même des sorties dans le but d'attaquer, hein, d'invectiver certains combattants qui chaque jour donnent de leur vie pour que le combat puisse avancer au niveau du Cameroun. Mais il faut qu'on reprécise beaucoup de choses. Dans tout combat, dans toute révolution, l'une des premières armes, c'est l'arme de la patience. C'est très important. Il faut qu'on comprenne ça, qu'on intègre ça. Avant toute chose, c'est l'arme de la patience. Et personnellement, je fais partie de ceux. Lorsque nous avions saisi ce combat, on s'est dit qu'il était important de se charger de la patience. Pourquoi je le dis? Vous vous attaquez quand même contre un régime, le régime de M. Paul Biya. C'est un régime qui existe au-delà de sa pleine gestion de 38 ans. Mais Biya est aux affaires plus de 50 ans. Il a la maîtrise de la chose politique. Lorsqu'on veut s'attaquer à un adversaire, on doit poser le bon diagnostic. Comprendre exactement les forces et les faiblesses de celui que nous avions en face. Vous croyez que l'élément Biya est un élément très facile qu'on pourrait se débarrasser en une journée? Mais vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Est-ce que je vais dire? Ce n'est pas parce qu'on a une certaine connaissance ou une certaine intelligence qu'on maîtrise ou bien qu'on a de la lucidité ou bien l'analyse claire de la situation politique. Ce n'est pas parce que vous brillez des diplômes, que vous marchez avec des diplômes, que vous vous dites que vous avez la plénitude du savoir sur les questions politiques. On est en terrain politique. Et lorsqu'on est en terrain politique, il est important de s'adapter. Et renverser une révolution, c'est la conjugaison de plusieurs éléments. Il faut qu'on l'adopte. Que les gens se lèvent se plaindre. Que vraiment la résistance n'avance pas, ça ne porte pas. Rien n'est fait aujourd'hui. Les gens qui entourent le professeur Maurice Kamto sont des idiots. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et venir balayer du revers de la main le travail que beaucoup sont en train de faire. Le premier travail était de déconstruire ce qui a été monté. Et un système qui existe depuis 50 ans. Vous croyez que c'est en une journée ou en un an que vous devez balayer comme ça? Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Écoutez, Biya, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer politiquement comment ce monsieur a préparé sa fossilisation au pouvoir. L'un des paramètres
qu'il a échappé. C'était l'organisation de la diaspora de cette résistance. Voilà l'un des paramètres qui sont sortis, qui est sorti dans ces cercles de décision. Qu'est-ce que Biya fait? Lorsqu'il y a la guerre contre Boko Haram, vous savez que nous sommes, à l'époque, notre diplomatie avec le Nigeria ne marchait pas. Mais Biya a tout fait, a tout négocié, qu'il soit reçu au Nigeria. Alors que on sait très bien que la diplomatie camerounaise, représentée souvent par M. Paul Biya, brille d'une absence véritable dans la sous-région et même sur le plan continental. Mais qu'est-ce que Biya passe faire au Nigeria à l'époque? Les rapports des services de renseignement qui remontent lui expliquent que s'il ne fait pas attention, il risque d'avoir une dissidence dans le nord-ouest et le sud-ouest qui risque d'embraser son pouvoir. Qu'est-ce qu'il s'en va faire? Parce qu'il faut qu'on vous le dise, que le Nigeria avait un deal avec ceux du sud-ouest et du nord-ouest, qui était de chasser les gars du delta, qui menaçaient le pouvoir central. Mais ceux des sécessionnistes n'ont jamais donné leur espace au delta du Nigeria pour que ce soit une base arrière pour renverser le pouvoir central. Et au nom de ces accords, le pouvoir central du Nigeria ne pouvait point liquider. Lorsque les revendications sécessionnistes devaient être portées, ses leaders. Et c'est sur cette base que Ayoub Tabé, parce que c'est un homme politique, lorsqu'il pavane en Europe, partout aux États-Unis, n'est pas menacé, il dit organiser un congrès. Mais c'est sous la base des accords secrets qu'il savait que le pouvoir central ne pouvait pas le liquider au régime de Yaoundé, qui s'est déplacé pour organiser la rencontre. Mais Biya a anticipé à l'époque où il s'est déplacé à avoir des accords avec le Nigeria. Laisser le droit de poursuite aux soldats nigériens par rapport à Boko Haram, parce qu'à l'époque, il empêchait que les militaires nigériens puissent avoir un droit de poursuite pour le Boko Haram. Il allait renégocier ça parce que les rapports de services secrets lui disaient une dissidence risque de se créer dans le nord-ouest pour renverser le régime de Yaoundé, si rien n'est fait. Et je vous le dis, le sud-ouest, ceux qui ont porté les armes, ils sont dans la légitimité. Hein? On peut expliquer cette question. Vous allez dire que Stéphane s'insurge contre le pouvoir, quoi. Je m'en fous. Il faut dire exactement comment on pense quand on voit. Ils n'ont jamais porté les... C'est dans l'optique d'une légitime défense qui est un droit naturel, reconnu à tous. Vous ne pouvez pas violenter un peuple, l'empêcher de s'exprimer. Il va utiliser toutes les voies et moyens. Mais si ce peuple, lorsque une rébellion naît dans un territoire donné, elle a toujours besoin d'une base arrière. La base arrière est le lieu d'entraînement, de déploiement de stratégie et de ravitaillement militaire. Ce qui empêche l'avancée des sécessionnistes, c'est qu'ils n'ont pas de base arrière. Ils ont les armes. Mais les armes ne peuvent pas, aucun pays, le Nigeria qui y croyait, devait servir cette base arrière dans le but de ravitailler en armement ses combattants. Pour Biadon, dans le but d'anticiper, s'en va donc signer un droit de poursuite avec le Nigeria. Et on vous le rappelle que c'est la diplomatie française qui a facilité cette rencontre. Parce qu'il y a tellement des enjeux derrière.
Et pour confirmer cela, vous aviez un rapport où les mandataires du peuple nigérian ont pondu une lettre où ils dénonçaient le pouvoir central d'avoir liquidé, livré les représentants de la cause anglophone aux autorités camerounaises. Et dans les secrets, quand Boari liquide les Ayou Tabé, l'une des conditions, parce qu'il était question, il était décidé de tuer Ayou Tabé. Les gars disaient qu'il faut mettre en application la loi antiterroriste. On devait le liquider. Mais le Nigeria a posé une conditionnalité. Nous allons vous liquider, ces gars, mais préserver l'intégrité physique. C'est la seule garantie que nous demandons. Et bien été d'accord, c'est comme ça qu'ils ont liquidé Ayou Tabé. Mais Ayou Tabé n'a pas compris. S'il avait une certaine lucidité, il y a des accords, des États, lorsqu'ils jugent des intérêts, on a piétiné les accords secrets qu'ils avaient entre les sécessionnistes qui ont toujours refusé de donner la base arrière au delta du Nigeria pour mettre en difficulté le pouvoir central du Nigeria. Ils ont piétiné ça, je dirais parce qu'il s'agit ici des intérêts des États qui se rencontrent dans une même vision. Et le président avec lequel vous aviez signé cela, celui qui vient après n'est pas tenu de ses engagements. Il a revu ses intérêts ailleurs. Et c'est quelqu'un qui connaît la guerre, Boari, qui a vécu des rébellions. Il se rappelle de la guerre de Biafra. Il était là. Il a liquidé. Et la France a facilité ces choses. Voilà comment on a libéré, on a liquidé ces leaders. Parce que les rapports que Biya avait lui disaient, s'il ne fait pas, si tu ne déploies pas vite, il risque d'avoir une dissidence qui va se préparer. On a un élément. Pourquoi? Parce que ce monsieur sait très bien qu'il est dans une logique de confiscation du pouvoir. Donc il ne faudrait jamais avoir des éléments autour de lui qui puissent permettre de mettre son pouvoir en difficulté. Et à l'époque, vous savez très bien qu'il y avait une menace française. Qui derrière l'histoire de Boko Haram, on connaît très bien l'implication, parce que, bon, tout ce qu'on peut, ce sont des guerres informelles très bien organisées, on sait comment ça se passe dans des chancelleries où on organise ces choses. Mais lorsqu'il a reçu Hollande, au Cameroun, vous savez très bien que Hollande ne vient pas parce que son agenda a été préparé. C'est des situations qui imposent Hollande à se rendre à Yaoundé. Et dans les discussions, au sortir de là pour la libération des prisonniers, parce que ce qu'il faut comprendre, il y a toujours ce qu'on appelle le deal politique. Ce qui n'est pas vu ou bien entendu de tous, ou bien n'est pas mis sur la place publique, ou bien relayé par les journaux. Mais c'est que l'une des conditionnalités, dans nos investigations, c'est que Biya demandait à la France de fermer les yeux par rapport à l'élection 2018. Et en l'occurrence, il va réintroduire les entreprises françaises et le reste. Mais si la France reste silencieuse par rapport à cette élection, ils vont aller. Parce qu'il connaît le fonctionnement de cette politique. Il a réussi. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bien, infiltre les mouvements à l'intérieur du Cameroun. Les benskinneurs. On sait très bien à l'époque la capacité de nuisance des motos benskinneurs que vous connaissez. Tous les mouvements de syndicats s'est infiltré.
Parce qu'il sait très bien que ce sont des éléments qu'on peut utiliser pour fragiliser son pouvoir. C'est pas pour rien qu'il a demandé d'encadrer, de réglementer ces secteurs des beskineurs. Où on a instrumentalisé à l'époque quelques beskineurs en 2017 qui sont allés à Etoudji remercier Paul Biya. Parce qu'il ne voudrait pas qu'on passe par tous ces éléments pour les déstabiliser. Ce monsieur a verrouillé tout. Il a tout verrouillé. Donc, quand vous avez donc en face, vous posez un véritable diagnostic sur quelqu'un qui travaille dans l'optique de la confiscation du pouvoir, ferme et bloque tous les secteurs. Tous les secteurs où des frustrations peuvent surgir. C'est parce qu'il a anticipé. C'est parce qu'il connaît. Donc, ça estime que le travail que nous devons faire va être un travail qui va prendre plus de temps. Parce qu'on doit déconstruire cela. Nous devons déconstruire tout ce qui a été fabriqué. Et maintenant, s'attaquer au régime Biya, c'est que vous devez comprendre et ce qu'on doit comprendre. Lorsqu'on dit qu'on va attaquer le régime Biya, aujourd'hui, là, quand quelqu'un dit qu'il attaque le régime Biya, tu es en train de dire que tu attaques les intérêts de la France. Donc, tu ne peux pas mener cette lutte et nier le rôle de certaines externalités dans cette crise politique au Cameroun. C'est pour ça que notre combat est sur deux dimensions. Elle est portée à deux dimensions. C'est un combat qui nous permettra de se débarrasser du régime de Paul Biya, mais de traiter un contentieux historique qui a toujours existé, c'est-à-dire la France-Afrique. Il faut que ça tombe. Et c'est pour ça que la France laisse expressement la stratégie du pourrissement pour le cas du Cameroun. Parce qu'elle sait qu'avec Kamto, ses intérêts ne pourront jamais, et je dis bien jamais et jamais, jamais exister. La France n'a pas intérêt à avoir Kamto au pouvoir. On vous l'a toujours expliqué. Il y a des faits historiques, sociologiques, anthropologiques, qui peuvent nous expliquer le statut de la France aujourd'hui. La France a plus intérêt à garder Paul Biya à la tête du Cameroun que d'avoir Kamto à la tête du Cameroun. Ça, c'est une vérité. Il faut expliquer ça aux Camerounais. Donc, quand vous entrez dans un combat, oh, la figure, l'homme qui a finalement porté ce combat, l'a baptisé sur le sceau d'une démarche pacifique. Vous devez comprendre que les armes que nous utilisons ne sont pas les mêmes armes. Donc ça va nous demander plus de temps. C'est des données qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir. Il faut comprendre ces choses. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Et surtout que notre combat a été baptisé sur le socle de la paix. Tout, mais dans la paix. Ça veut dire quoi? Nous utilisons des valeurs qui sont autres. Donc dans ce combat politique, on intègre des valeurs que l'ennemi, l'adversaire, n'utilisera jamais.
Nous sommes sur un terrain du bon sens, de sagesse, d'amour, de paix. Et la plupart du temps, ceux qui ont utilisé cette démarche-là, quand je consulte l'histoire de l'humanité, je ne m'en souviens pas qu'ils l'ont fait à une vitesse exponentielle. Ça a été tout un processus, une construction, une dynamique. Et c'est ça. Tu es pressé que celui-même qui est en prison, si quelqu'un doit être pressé dans ce combat, ça doit être d'abord les prisonniers. Parce qu'ils souffrent dans leur chair. Toi, tu es là, tu n'es pas en prison, tu es en Europe. Tu es pressé plus que celui qui est en prison. Plus que le Camerounais qui est au pays. C'est de la sorcellerie. Il faut arrêter ça. Celui qui est en prison qui doit être plus pressé que toi, ne se plaint pas. Ne se lamente pas. Quand ça ne va même pas, il nous pond des lettres. Tant que ce n'est pas fini, rien n'est fini. Il vous dit persévérer, lui qui est en prison. C'est encore lui qui vous remonte le moral. Et vous venez raconter du n'importe quoi. Que ça ne dure pas. Est-ce que tu es dans la stratégie politique? Quand tu dis ça, ça veut dire que tu dis que Kamto est bête. Quand tu dis que ça dure, jusqu'à quand? Ça veut dire que tu insultes Kamto, tu dis que Kamto est bête. Après, tu dis que c'est ton leader. Arrêtez ça. Écoutez, un intellectuel, c'est quelqu'un qui a tout, je dis bien, tout, toutes les aptitudes d'être un fin manipulateur. Est-ce qu'on se fait entendre? Je dis bien, pour parler simple, un intellectuel, c'est un bandit, s'il veut. Parce qu'il a tout pour manipuler. Mais maintenant, il y a des intellectuels qui sont dans une certaine cohérence et qui prennent des valeurs. Donc, ne pensez pas que quand les gens parlent là, ils sont idiots ou bien ils sont naïfs. Quand tu écoutes quelqu'un parler, sache que l'intelligence qu'il a, il peut pervertir cette intelligence, te manipuler. Mais il refuse, il reste dans le bon sens. Donc c'est pour ça que je ne prends pas ces sorties-là. Je ne néglige pas ces sorties. Parce que toutes sorties politiques doivent être des sorties cicatrisées. Surtout que lorsqu'on se réclame d'être une certaine caution politique ou morale pour certains, on doit faire très attention par rapport à nos sorties. Parce que les erreurs en politique, ça ne se rattrape pas, ça ne s'achète pas. Je ne vais pas citer les noms. Il y a beaucoup qui, aujourd'hui, font tout pour se racheter dans le combat. Mais ça ne marche pas. Stéphane, je ne cite pas les noms. Pourquoi? Parce que les erreurs en politique ne se rattrapent jamais. Moi, je salue le travail des sentinelles que nous avons dans ce qu'on appelle la meute. D'autres les appellent la meute. Ils font un travail exceptionnel. Même si tu t'appelles professeur Wakamoru Nyamsi, quand tu dégames, on te met sur les pas. C'est une sentinelle. Déjà, j'adresse mes condoléances au professeur Nyamsi, qui est une référence dans ce combat. En ce moment de tristesse, moi personnellement, et les membres de la base, nous le soutenons. C'est très difficile de perdre un être cher, surtout une maman. Merci parce que ce n'est pas nous à lui enseigner. Il connaît très bien
La mort ne doit pas être conçue comme une fatalité. C'est le processus éternel de ce que nous devions tôt ou tard rencontrer sur notre chemin. Mais pendant cette période, nous soutenons le professeur Niamsi. Et merci pour sa contribution dans ce combat. Il ne faut pas blaguer dans ces choses. Quand tu veux faire une sortie, remue ta langue. Est-ce que ma sortie va contribuer à l'avancement du combat ou à disperser, ou à détruire, ou à manipuler? Si ça contribue à disperser, à diviser, à manipuler, remets-toi en question. Ça veut dire que ce sont des opportunistes et des aventuriers politiques qui ne comprennent rien. C'est pas parce que tu fais de la phrasologie, du verbiage, paralologie, que tu es exceptionnel, tu comprends la chose politique. C'est beaucoup de paramètres. Donc si tu t'attaques à Paul Biya, sache que tu t'es attaqué à la France. Et la France ne va pas permettre qu'on liquide comme ça. Moi j'aime bien le dire. Des armes, ça va finir avec Popol. Mais je m'oriente souvent sur des bases scientifiques. Parce que je sais que chaque jour qui passe, ils sont en difficulté au pays. Les jours viendront qu'on ne le vaut pas. On va appuyer, il y aura cessation de paiement. C'est une certitude. À l'heure actuelle, les données que nous avions, le Cameroun n'est plus une destination pour les investisseurs. Quand une économie ne tourne plus, ça ne va pas. Et ce n'est pas pour rien que la France a donné 100 000 millions d'euros au Cameroun. C'est pour payer les fonctionnaires. Ils ne vont pas continuer. Il n'est plus crédible. C'est pour ça que le 7 à Bruxelles, nous devions dire à ces gars, parce que l'Union européenne est le premier partenaire, premier donateur, à hauteur de 37% au Cameroun, ils doivent cesser cette perfusion financière. On doit couper ça le 7. On doit couper. Maintenant, on est en politique. Pour renverser une révolution, il y a des éléments qu'il faut conjuguer. Le combat est sur 2 dimensions. La première dimension, c'est la dimension extérieure. Et la deuxième dimension, elle est intérieure. Mais comment on architecture ça? Quand je parle de la première dimension qui est à l'extérieur, en fait, c'est le rôle des externalités dans cette situation politique au Cameroun. Elle est très importante. Si vous n'aviez pas ça, vous ne pouvez pas avancer. Je l'explique. Le rôle des externalités dans une révolution endogène est très importante. Allez consulter toutes les révolutions. Tous les pays qui se sont libérés de toute dictature ont toujours bénéficié. Je dis bénéficié du soutien des humanistes, des gens de l'extérieur qui avaient saisi ce combat. C'est pour ça que la diaspora camerounaise, la diaspora résistance, doit être fière de son combat. Ta vocation n'est pas d'être au Cameroun pour détruire. Non, c'est que tu es bête, tu es fou. Mon ami Colin, je t'aime bien. Mais sur ce point, on est souvent en contradiction. Laisse les histoires des gens qui bavardent. Que oui, le combat au Cameroun, laissez les histoires de criquinettes. C'est la folie, la bêtise. Ton combat, en tant que membre de la diaspora, c'est la sensibilisation, la mobilisation et le lobbying. C'est trop. Joue ton rôle, mon frère. Le reste, laisse. Ce n'est pas pour toi. Mais toi, tu participes à construire. Pourquoi? Parce que pour renverser pour renverser un régime, il y a 4 éléments très, très, très importants. Que tu peux avoir plus.
je l'ai dit tantôt, que ça se passait sur deux dimensions. Une dimension extérieure et une dimension intérieure. La première dimension, c'est le rôle des externalités. Quand je vogue le rôle des externalités, il s'agit de la pression diplomatique. Donc, que des chancelleries commencent à se positionner par rapport à notre combat. Première dimension. Deuxième dimension, c'est la mobilisation de la diaspora. Et ça, nous sommes en train de construire. L'autre aspect, en interne, il faut identifier tous les symptômes